Voici 4 façons d'énoncer la deuxième loi. L'entropie d'un système isolé augmente dans tout processus spontané. L'entropie de l'univers augmente dans tout processus spontané. Ou bien encore, on peut dire que la tendance naturelle de tout processus spontané est d'augmenter le désordre. Finalement, il y a un énoncé appelé énoncé de Kelvin qui se lit comme suit. Il est impossible de réaliser une transformation dans laquelle du travail serait produit exclusivement par un apport de chaleur à partir d'une source de chaleur unique. Alors, cet énoncé de Kelvin est probablement le plus énigmatique des 4 énoncés de la deuxième loi, et la plus longue aussi d'ailleurs. C'est énigmatique parce qu'il exprime des choses en termes de faisabilité d'une transformation qui, à prime abord, ne semblait pas tellement quelque chose de bizarre ou bien d'impossible. Alors c'est quoi ça? Eh bien, c'est ceci. Il est impossible de réaliser une transformation dans laquelle du travail serait produit exclusivement par un apport de chaleur à partir d'une source de chaleur unique. Donc, on a une seule source de chaleur unique, on a une machine qu'on veut faire du travail avec de la chaleur transférée complètement à la machine et transformée complètement en travail, de sorte que toute l'énergie transférée de cette source chaude à la machine est complètement utilisée pour donner du travail. Ça, c'est de ce dont on rêve, de pouvoir utiliser de la chaleur à partir d'un réservoir, à partir du soleil par exemple, et transformer complètement en travail utile là. Alors c'est impossible. Pourquoi? C'est parce que il y a toujours une perte de chaleur. En d'autres termes, la chaleur injectée dans le système, le moteur ici, là, est en grande partie dissipée ailleurs, dans une autre source, dans un autre réservoir, appelé réservoir froid. Et le reste de l'énergie, une petite partie seulement de la chaleur injectée qui serait transformée en travail. Ça, c'est la situation normale. Et l'énoncé de Kelvin est en train de nous dire que ce scénario idéal du panneau de gauche est impossible parce qu'il y a toujours une perte de cette chaleur injectée dans le système et même une grande perte de chaleur, de sorte que seule une petite partie de l'énergie injectée dans notre système comme chaleur à partir de la source chaude peut être convertie en travail utile. L'autre énoncé de la deuxième loi dit aussi que chose dans la nature tend dans son évolution vers un désordre maximal. Donc, par exemple, on ne peut pas avoir une balle qu'on lance comme ça et qui tombe sur une surface et qui va continuer à rebondir et même à rebondir avec une amplitude plus grande. Non, parce qu'il y a toujours de l'énergie de cette balle perdue, transférée sous forme
inutile sous forme désordonnée à la surface sur laquelle la balle tombe de sorte que son mouvement de rebond va être amorti à chaque fois que ça retombe sur la surface là. Et la figure à côté, toujours tirée du Atkins, illustre de façon plus imagée encore qu'il est impossible d'avoir, n'est-ce pas, la balle qui tombe sur la surface, que voici, et qui prend de l'énergie de la surface pour la convertir en une forme d'énergie de mouvement ordonné, comme c'est montré au deuxième panneau. Parce que toute chose dans son évolution tend vers un désordre maximal. On parle de désordre maximal ici, pas juste au niveau du système, mais au niveau de l'univers en entier, système plus environnement. Alors, les deux autres énoncés de la deuxième loi s'expriment plus directement sous forme d'équations mathématiques. Et ces équations mathématiques font appel à la fonction d'entropie que l'on avait introduite au dernier cours là. Ces expressions de la deuxième loi ne s'expriment pas sous la forme d'une égalité, d'une équation dans le sens égalité, mais plutôt s'expriment sous la forme d'une inégalité, et qui dit que dans tout processus spontané, l'entropie de l'univers a tendance d'augmenter, c'est-à-dire que ds de l'univers, la variation ici infinitésimale de l'entropie de l'univers, est toujours positif dans tout processus spontané, et ça, ce serait 0 pour un processus réversible ou pour un équilibre. Alors notez bien ça, que ce n'est pas une égalité, mais une inégalité que l'on a là, dénotant un principe dit variationnel, pas un principe de conservation, comme la première loi. Ici, ce n'est pas une question de conservation de quelque chose, mais plutôt de création de quelque chose qui est le degré de désordre dans l'univers. Donc, tout événement, tout processus, toute transformation d'un système donné va toujours dans le sens de maximiser l'entropie de l'univers. ds de l'univers augmente toujours dans tout processus spontané. Deuxième remarque, on parle ici de spontanéité, non pas dans le sens temporel de quelque chose qui se produit instantanément, mais plutôt dans le sens de quelque chose qui se produit naturellement. Dans tout processus spontané, l'entropie de l'univers augmente toujours. Dire que sa variation est toujours plus grande que 0 dans tout processus spontané. Si on réexprime ça en termes de la variation de l'entropie du système, ben c'est sûr que si le système est isolé, c'est comme si en soi, il constitue un univers, comme ce qu'on avait vu tout à l'heure, se transpose là dans ce cas. Et ça, c'est pas intéressant, c'est plutôt ça, hein? Cette expression de la deuxième loi, pour un système quelconque, s'exprime, encore une fois, sous la forme d'une inégalité, dénotant un principe variationnel, maximisation de quelque chose qui est exprimé par la fonction entropie ici.
Et elle s'énonce donc au niveau du système par cette relation-là. Donc au cours d'un processus spontané, il va y avoir variation de l'entropie au niveau du système et dans l'environnement aussi, le tout constituant l'univers. Et l'expression, vous l'avez vu tout à l'heure, en reconnaissant que l'univers est constitué toujours du système et de l'environnement et que l'entropie de l'univers est la somme des deux entropies du système et de l'environnement, cette relation-là se réécrit comme ceci. ds du système est toujours supérieur ou égal à moins ds de l'environnement. Pour tout processus spontané, ça peut être égal. On peut avoir égalité seulement si le processus est réversible ou encore si on a un équilibre. Donc les remarques que j'avais faites tantôt s'appliquent à cette relation, puisque c'est juste la relation ds de l'univers plus grand ou égal à 0 de tout à l'heure qu'on est en train de réécrire sous cette forme-là. Voilà. Donc c'est ça, la deuxième loi. Finalement, il y a une autre expression de la deuxième loi, appelée relation de Clausius, ou bien encore loi de Clausius, qui a été trouvée par les scientifiques, les thermodynamiciens de l'ère de la révolution industrielle au XIXe siècle, quand les gens travaillaient beaucoup, étudiaient beaucoup sur l'efficacité des machines, essentiellement des machines à vapeur. Et à travers des considérations appelées considérations de cycle de Carnot, Clausius avait établi cette relation-là, fort intéressant, car tout se réfère au système dans cette relation, et qui dit que dans tout processus spontané, l'entropie du système va subir une variation ici infinitésimale ds qui est toujours supérieure à la chaleur ici infinitésimale impliquée dans le processus divisé par la température. On parle du processus tel quel. Le processus est spontané, le processus vient avec une certaine chaleur, débat Q infinitésimal, qu'on considère un processus infinitésimal pour le moment. Et cette chaleur-là, ce n'est pas la chaleur débat Q réversible prescrit dans le mode de calcul de ds du système qu'on avait appris au cours précédent. Non, débat Q ici, c'est la chaleur réelle dans le processus réel, ici infinitésimal, puisqu'on est en train d'écrire une quantité de chaleur infinitésimale là. On est en train d'écrire tout sous forme différentielle pour là. Alors, cette chaleur-là réellement impliquée dans le processus spontané débat Q, divisé par la température, établie comme une borne inférieure à la variation infinitésimale de l'entropie du système, et ce, comme critère de spontanéité de ce processus-là. Ce qui est intéressant dans ça est que tout se réfère au système. S ici, c'est l'entropie du système. Débat Q ici, c'est la chaleur vue par le système impliqué dans le processus spontané là. Tandis que ce qu'on voyait tout à l'heure, l'équation précédente,
c'est l'entropie du système d'une part, ici à gauche, et l'entropie de l'environnement d'autre part, n'est-ce pas, avec leur variation infinitésimale là. La loi de Clausius se réfère strictement à ce que voit le système. ds du système toujours supérieur à des bas Q sur T dans tout processus spontané est égal à des bas Q sur T dans un processus réversible ou à l'équilibre. Relation que Clausius avait obtenue théoriquement par des considérations théoriques de ce qu'on appelle efficacité d'une machine en utilisant des processus, une forme de processus cyclique appelé cycle de Carnot. On n'aurait pas le temps de détailler ça ici, mais ça vous pouvez trouver dans les notes en annexe du chapitre 3. Voilà. Alors maintenant, je venais tout à l'heure de faire cette remarque en présentant ça, que ici, la loi de Clausius énonce la deuxième loi en se référant complètement au système. Parce qu'à gauche, vous avez des S du système. À droite, vous avez la chaleur des bas Q qui est vue par le système dans ce processus-là. Tandis que, à la diapositive précédente, à gauche, vous avez des S du système et à droite, c'est moins des S de l'environnement. Alors, pour rejoindre les deux, concilier les deux formes, disons, on identifie généralement le membre de droite de cette inégalité ici, donc d bas Q sur T, à moins ds de l'environnement. Voilà. Donc en comparant la loi de Clausius ici, ds du système toujours supérieur ou égal à d bas Q sur T dépendant de est-ce qu'on a un processus spontané ou un processus réversible ou un équilibre, avec l'énoncé de la deuxième loi, ds de l'univers qui est toujours supérieur ou égal à 0, qui est décomposé de cette façon, on en vient à identifier moins ds de l'environnement avec des bas Q sur T. En d'autres termes, ds de l'environnement, c'est le négatif de moins d bas Q sur T. ds de l'environnement, l'environnement est un concept, disons, le concept lui-même n'est pas flou, mais la délimitation, les limites de cet environnement est floue dans la mesure où c'est un système infini. On connaît probablement son contact, sa limite, sa frontière avec le système, mais sa frontière ailleurs, là, dans l'univers, on ne connaît pas. Alors, donc, on n'a pas cet accès à l'entropie de l'environnement, le même genre d'accès à l'entropie de l'environnement comme celui du système. On connaît les quantités qui se rapportent au système, son entropie qui peut être calculée par ds égale à d bas Q réversible sur T en se référant à la définition thermodynamique de l'entropie qu'on avait vue au dernier cours. ds de l'environnement, on aurait bien pouvoir utiliser la même relation et en effet, il y a toujours un d bas Q réversible de l'environnement pour un processus donné vu de l'environnement et à partir duquel on peut calculer ce ds de l'environnement. Mais ce milieu infini-là, on n'a pas accès à
ses propriétés, ses attributs en détail pour pouvoir faire ça. Alors cette identification de DS de l'environnement avec moins débat qui sur T est au fond une reconnaissance que cet environnement est un milieu infini, pratiquement à volume constante, de sorte que la chaleur échangée par le système, cet environnement, d'évacuer la chaleur réelle, est perçue comme l'environnement, comme une chaleur réversible là. D'une façon d'interpréter les choses, si vous voulez. Mais du moins, cela va constituer, à partir de maintenant, comme principe de calcul d'entropie. Calcul d'entropie au sein du système, pour que le système, c'est en utilisant la définition thermodynamique de l'entropie. Delta S du système est égal à dévacu réversible sur T intégré sur un chemin réversible quelconque menant le système de l'état initial à l'état final, tandis que delta S de l'environnement serait calculé comme l'intégrale de dévacu sur T sur le chemin réel changé de signe. Alors ça, on va donc utiliser comme principe de calcul d'entropie pour le système et pour l'environnement dans l'application de la deuxième loi. Alors la deuxième loi, à ce moment-là, s'énonce comme delta S du système toujours plus grand que moins delta S de l'environnement, qui est ça, pour un processus spontané, est égal à moins delta S de l'environnement dans le cas d'un processus réversible ou un équilibre. Et ce, pour tout système, le système étant quelconque là. Le premier exemple, considérons un gaz parfait soumis à une transformation quelconque, vous connaissez que ça. C'est tout à fait général comme transformation de gaz parfait. Et comme V1, T1, V2, T2 sont tout à fait arbitraires, on est en train de considérer un changement d'état tout à fait général du gaz parfait là. Pas nécessairement isotherme, si T2 est égal à T1, c'est isotherme, etc. Mais tel que écrit, il n'y a pas de contrainte encore là sur cette transformation. Alors, pour le gaz parfait, on sait écrire, parce qu'on l'avait écrit dans un premier temps pour découvrir précisément la fonction d'état entropie du gaz parfait, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de cette considération du vacuum réversible que l'on divise par T pour découvrir que ça représente effectivement cette expression différentielle, la différentielle de quelque chose qui est appelée entropie du gaz. Ça, c'est pour la version infinitésimale, donc, sa version pour une transformation finie est simplement ceci, delta S du système égale à l'intégrale de ça, n'est-ce pas, sur le chemin réversible menant de l'état 1 à l'état 2, alors ça fait intégrale du premier terme ne dépend que de la température, donc c'est une intégrale sur la température pour aller de l'état initial à l'état final. C'est comme si vous avez un chauffage réversible là. Et le deuxième terme correspond
au changement de volume à température constante. Donc, c'est comme si on était toujours en train de décomposer ce processus-là. Cette transformation, plutôt, on est en train de la décomposer en deux étapes réversibles, qui est un chauffage à volume constant, suivi, bien accompagné, ensuite d'une détente à température constante, isotherme d'eau. On n'a pas besoin de le faire. Vraiment. Parce que tout ce qu'on a fait ici, c'est faire appel à l'expression détaillée de ds du gaz, qui est ça que l'on avait obtenu l'autre jour dans ces considérations de différentiel ou non là. C'est ça? Et on n'a fait qu'intégrer ça. Et voilà. Donc on a cette relation qui est tout à fait générale pour toute transformation, tout changement d'état du gaz parfait. Ça vient toujours en deux parties. NRLN de V2 sur V1, qui là ne fait appel qu'à la variation du volume. Et l'autre partie intégrale sur la température de CV sur T, de T1 à T2, voilà, pour tenir compte de la variation de la température. Si CV est constant dans la gamme de température allant de T1 à T2, on pourrait sortir ce CV à l'extérieur de l'intégrale et obtenir CV ln de T2 sur T1. Si vous voulez, vous pouvez réécrire comme ça. Mais, tel que je la présente ici, cette relation tout à fait générale est applicable pour toute transformation d'un gaz parfait. Alors donc, par conséquent, elle est applicable, par exemple, à des processus isothermes. Dans ce cas-là, le premier terme n'existerait pas, parce que T2 est égal à T1, donc ça va être égal à 0. Et c'est ça qu'on va considérer dans un premier temps. Donc, détente isotherme. Donc, T2 est égal à T1, donc ce terme n'existerait pas, on va l'écrire tout à l'heure. Et, imaginons que cette détente isotherme se produit contre une pression externe. C'est une détente, donc, contre une pression externe qui est suffisamment faible pour que, physiquement, intuitivement, on puisse imaginer que la détente puisse se produire et, alors, pourquoi pas, choisir cette pression externe comme étant la valeur finale de la pression du gaz dans ce processus-là à température constante. Donc, P externe égale à P2, ce qui nous permet tout de suite d'écrire que, ça c'est un rappel, W est égal à moins P externe delta V, et ce W est égal à moins Q parce qu'on a un gaz parfait, donc W plus Q à température constante delta E, quoi, pour un gaz parfait, est égal à 0, parce que l'énergie du gaz ne dépend que de la température. Et on est en train de considérer le gaz à température constante ici. Donc son énergie interne ne varie pas. Donc, ce qui est écrit en vert, là, nous permet tout de suite de calculer delta S de l'environnement d'après la formulation, bien le principe de calcul qu'on avait vu tout à l'heure, là. Delta S de l'environnement est égal à moins intégrale sur le chemin réel de dBA Q étant la chaleur réellement impliquée dans le processus tel qu'on voulait le considérer, ce processus-là, divisé par la température. Ici, la température étant constante, c'est reculé à cette diapositive. Dire là, comme si la température est constante, c'est le cas pour le processus réel, la détente du gaz contre la pression externe P2,
à température constante. Alors, comme cette température est constante, on peut la sortir de cette intégrale, et il reste donc du bas Q intégré, ça fait donc la chaleur divisée par la température qui est constante. C'est ça qu'on est en train de faire pour le calcul de delta S de l'environnement. D'autre part, selon les principes de calcul que je viens de rappeler à cette diapositive précédente, la variation de l'entropie du système, dans ce cas-là, est donnée par cette expression-là. Mais avec T2 égale à T1, donc ce terme tombe, donc il reste juste NR, ln V2 sur V1. Alors on a tout maintenant pour que cette détente isotherme, donc là on parle de T2 égale à T1, c'est ici, du gaz. Pour calculer delta S de l'environnement, on a imaginé cette détente isotherme se produire selon le chemin réversible. C'est comme ça qu'on avait obtenu ça. C'est ça? Ça, vous reconnaissez que c'est précisément Q réversible qui est plus NR T1 fois ln de V2 sur V1 divisé par T1. Ça fait ça. Plus Q réversible sur T1, c'est ça. Et delta S de l'environnement, lui, doit être calculé en utilisant la chaleur impliquée réellement dans le processus réel par un processus imaginaire réversible, comme c'est le cas pour delta S du système. Mais la chaleur pour le processus réel, moins Q là, ça, on doit utiliser pour calculer delta S de l'environnement. Comment ça se compare, ces deux quantités? Eh bien, les prochaines diapositives vous montrent ça graphiquement. Voilà. Là, donc, delta S du système fois la température T1, qui est donc Q réversible. C'est ça? Delta S du système est égal à Q réversible sur T1 à température constante. Et Q réversible, T1 fois delta S du système, c'est l'air en bas de cet isotherme de gaz parfait à T1, défini par les deux volumes, V1 et V2 là, V initial, V final. C'est cet air-là, en bas de la courbe. Donc, indiqué par ce qui est colorié en vert là, mais avec la partie inférieure qui est masquée par cet autre air là. Que représente cet autre air? Eh bien, ça ce n'est rien d'autre que, voilà, là c'est la pression externe, c'est P2. Vous multipliez ça par delta V, moins P externe fois delta V, c'est le travail dans le processus réel, plus P externe delta V qui est moins le travail, c'est donc la chaleur pour ce processus réel, et cette chaleur est égale à moins T1 fois delta S de l'environnement. Delta S de l'environnement est égal à moins la chaleur réelle divisée par la température fixée ici. Voilà. Donc, géométriquement, donc on voit bien que T1 fois delta S est en grandeur supérieure à T1 fois delta S de l'environnement. Cette quantité positive ici, c'est moins delta S de l'environnement fois T1. Donc delta S de l'environnement est négatif. Delta S du système est positif. Donc delta S total
est positive parce que delta S du système qui est positif est une quantité positive plus grande. N'est-ce pas? Ça dépasse cette terre-là qui représente le négatif de delta S de l'environnement fois T1. Donc, la somme delta S du système plus delta S de l'environnement est la différence entre ces deux aires, c'est-à-dire c'est la partie d'en haut ici de l'aire en bas de cette courbe indiquée en vert ici. Et c'est positif. On conclut donc que cette détente isotherme contre la pression externe, cette pression externe-là, qui est égale à la pression finale du gaz, P2, est tout à fait possible. Elle est spontanée. Par contre, si on considère maintenant que cette détente isotherme se produit contre une pression externe qui est égale à P1. P1 se trouve ici, là. Là, c'est P2. P1 est là. Alors, cette fois-ci, on va considérer cette détente isotherme se produisant contre cette pression externe qui est égale à P1 plutôt que P2. Même principe de calcul. W égale à moins P1 delta V égale à moins Q. Et delta S de l'environnement égale à moins Q sur T1. En d'autres termes, c'est W sur T1. Encore une fois, ça va être tout donné par que l'air en bas de l'air d'un rectangle délimité par les deux volumes V2 et V1 est défini par une hauteur qui est la pression P1. Si je retourne en arrière, ce serait un rectangle en haut ici plutôt que ce rectangle-là. Hein? Parce que c'est défini par cette pression externe P1 là. Qu'en est-il de delta S du système? C'est toujours la même quantité, donc ça va continuer à être donné par l'air en bas de cette courbe-là en vert. Alors vous voyez donc que dans ce cas-là, est-ce que j'ai une figure? Ça c'est pour moi. Alors dans ce cas-là, bon, c'est pas la même figure, c'est moins joli, mais c'est la même idée. Alors, donc dans ce cas-là, delta S total de l'univers, donc delta S du système plus delta S de l'environnement, va être négatif et la détente ne serait pas spontanée. J'ai déjà dit tout à l'heure que delta S de l'environnement continue à être donné par l'air en bas de l'isotherme comprise entre V1 et V2 et delta S de l'environnement en valeur absolue est donné par l'air du rectangle défini par la pression externe, par cette hauteur-là. Voilà. Et cet air est plus grand que l'air représentant delta S du système. Les deux delta S étant ici multipliés par T1, là, n'est-ce pas? Voilà. Et comme delta S de l'environnement est négatif, ça c'est cette air représentée là est une quantité positive. Là, vous avez moins delta S de l'environnement fois T1, donc delta S de l'environnement. Le signe contraire de cette aire, de cette quantité négative, ça somme avec la quantité positive qui est delta S du système fois T1 ici, et donc une quantité négative qui représente l'air qui dépasse ici, là, l'air du rectangle, qui dépasse l'air en bas de la courbe, là, mais compté dans le négatif. Donc, la somme des deux variations d'entropie du système et de l'environnement est négative. Delta S de l'univers est négative, donc la détente ne va pas se produire spontanément. C'est même un processus impossible, ça. Non spontané, ça veut dire ça. Ça va pas se produire. C'est interdit, c'est impossible. On ne le dit pas en utilisant ces mots-là.
On utilise plutôt spontané ou non spontané, ou équilibre. Voilà. Alors dans ce cas-ci, on a un processus non spontané. La détente du gaz contre une pression qui est ici égale à la pression initiale du gaz. Donc c'est comme si le gaz était emprisonné dans un cylindre avec une pression forte sur le piston et on ne relâche pas du tout cette pression initiale pour que le gaz puisse repousser le piston. Ah. Donc intuitivement on sait que ce n'est pas impossible, que ce n'est pas possible. Mais comment exprimer ça? Ce n'est pas la première loi qui nous permet de dire que cette détente contre la pression externe égale à P1 est impossible. C'est tout à fait possible. On l'avait considéré auparavant déjà. On avait fait des calculs de travail de chaleur et dans tous ces calculs, on a toujours très bien respecté la première loi. Et donc la première loi n'interdit pas un tel processus. Ça ne permet pas du tout, comme telle la première loi, de distinguer un processus naturel qui est celle-là, détente du gaz contre la pression P2 qui est suffisamment faible pour permettre au gaz de pousser le piston. Et ce processus-là, où le gaz se détend en poussant le piston contre une pression qui est la pression existante dès le début, là, et qui n'est jamais relâchée. Donc intuitivement, vous savez que c'est pas impossible, que c'est pas possible. Mais la première loi ne nous permet pas de le dire. C'est la seconde loi, voyez-vous, qui ici nous permet de trancher là que cette détente-là, fait contre nature, ne peut pas se produire. Alors tout ça est pour reprendre l'analyse de delta S du système en rouge ici et delta S de l'environnement pour les deux situations que l'on vient de voir là, en prenant non pas l'isotherme de gaz parfait tel quel, mais l'isotherme divisé par la température T, de sorte à avoir non pas nRT sur V, NT fixé, mais c'est nR sur V, qu'on a ici comme courbe de cette fonction-là. Voilà. Et dans ce cas-là, cette horizontale ici représente non pas la pression P2, mais c'est P2 sur T. Donc on a tout divisé par T là. Donc ça c'est P2 sur T. Tandis que là c'est du P1 sur. Là pour ce cas-ci, avec la pression externe à ce niveau-là, P2 est là, l'entropie du système, la variation d'entropie du système est positive et est représentée par l'air en bas de cette courbe, toute cette air en jaune qui est moins masqué, mais de façon à garder comme une certaine transparence dans la figure, là, pas que cette terre en bas ici, qui représente moins delta S de l'environnement. Donc, ce qui est en bleu ici, il doit être compté négativement, ce qui est en jaune ici, compté positivement, et delta S total, c'est la somme de ces deux quantités. Cette quantité positive en valeur absolue est plus grande que la quantité négative, donc que l'on soustrait ici, donc par conséquent, delta S total est représenté par cette terre excédentaire là en haut, voilà, et c'est positif. Pareillement,
pour notre cas, cette fois-ci, la pression initiale, c'est la pression initiale qui est la pression externe. Et vous voyez donc que delta S de l'environnement, qui est représenté par l'aire de rectangle, là, en bleu, est largement négatif, dépasse en valeur absolue delta S du système qui est positif et qui est représenté par l'aire en bas de la courbe en jaune ici. Et la variation d'entropie totale de l'univers est donc emportée par l'air en bleu ici, le delta S de l'environnement négatif, et ça va donc être négatif, indiquant que la détente contre une pression qui est P1 ici est impossible. Troisième exemple, considérons cette fois-ci maintenant le chauffage réversible d'un corps à V constant. Ce n'est pas un gaz parfait, c'est un corps quelconque que l'on soumet à un chauffage réversible, c'est-à-dire avec la chaleur qui est injectée de façon continue et portion par portion, par des portions infinitésimales, pour l'amener le corps lentement à la nouvelle température T2 à partir de sa température initiale. C'est T2 si vous voulez, vous pouvez imaginer positif si on veut parler d'un chauffage réel. Voilà. Chauffage avec constant. Donc, dans ce cas-là, la chaleur réversible est tout simplement égale à CVDT, parce qu'avec constant, on a toujours dQ égale 1 dE, dBA Q est égal à 1 dE, que ce chauffage soit réversible ou pas, c'est la même chaleur. Donc, dBA Q réversible est égal à CVDT. Donc, delta S du système est égal à l'intégrale de CVDT de la température T1 jusqu'à la température T2. Qu'en est-il du delta S de l'environnement? Eh bien, ce dBA Q là est aussi la chaleur réellement vue par le système, puisqu'on est en train de dire que toute la chaleur que ça prend pour faire varier la température T1, T2 est injectée par portion infinitésimale, que c'est toujours donné par des portions comme ça, dBA Q V qui est CVDT, ça, divisé par T, que l'on intègre. Ça, si on change de signe, ça fait delta S de l'environnement. Donc ça, c'est moins delta S de l'environnement. Et delta S du système, je vous l'ai expliqué, c'est donné par ça. Déjà. Donc on a delta S du système plus delta S de l'environnement égale à 0. Ce qui est tout à fait attendu, puisqu'on est en train de définir un chauffage réversible de ce corps-là avec constant. Comme, a priori, on l'avait dit déjà que c'est réversible, et on l'avait utilisé ici, là, c'est pas surprenant qu'on a un delta S total qui est égal à 0. Par contre, si maintenant on considère le même chauffage à volume constant, pour lequel on a toujours delta S du système donné par ça c'est le principe du calcul. On imagine que le système est amené de cet état à cet état, et pour calculer le delta S du système, on doit imaginer ça réaliser
selon un chemin réversible, de façon réversible, c'est-à-dire par des quantités de chaleur, CVDT injectées lentement, etc. Donc on intègre, ça. Mais en réalité, le chemin réel, là, le processus réel qu'on veut considérer là maintenant, est que la chaleur nécessaire, la chaleur totale nécessaire pour amener le système de T1 à T2 a été injectée subitement et intégralement à une température. Alors ici, à une température T2, en mettant le système étant à température T1 initialement, et on le met en contact avec une source de chaleur à la température T2 d'une source chaude. D'accord? Et ce contact produit un transfert de chaleur. Alors, on va supposer que c'est un tel très efficace et que cette chaleur est injectée intégralement d'un coup, comme ça, à cette température T2 là. C'est-à-dire que au cours de cette injection de la chaleur du corps chaud à notre système, la température du corps chaud ne varie pas, et la température du système n'a pas le temps de varier encore. Toute cette chaleur a été injectée là, et ensuite, cette chaleur qui a été injectée fait varier la température au niveau du système de T1 à T2. Ça, c'est le chemin non réversible, ou le chemin réel qu'on veut considérer pour illustrer le principe de calcul d'entropie. Alors, je vous ai dit déjà que au niveau du delta S du système, rien ne change. N'est-ce pas? Parce que c'est la variation d'une fonction d'état. Et on a utilisé la définition thermodynamique de l'entropie pour calculer ça, là, comme ça. C'est la même variation d'entropie que pour l'exemple précédent. Rien ne change à ce niveau-là. Mais au niveau du delta S de l'environnement, les choses changent. Parce que selon le principe de calcul d'entropie qui nous a été dicté par ces considérations de la loi de Clausius, d'accord, qui nous fait lire la chaleur réelle divisée par la température comme ds de l'environnement, moins ds de l'environnement, on va appeler ça. Ce qui fait que, dans ce cas-ci, delta S de l'environnement est égal à cette chaleur-là, divisé par la température, puisque cette chaleur est injectée à une température T2, lors de son injection, la température ne change pas. Donc, delta S de l'environnement est égal à moins Q, Q, cette chaleur-là, qui est intégrale de CV, sur la température de T1, T2, divisé par la température T2. Et si T2 est supérieur à T1, on aurait dû écrire ça, c'est entendu par le chauffage ici, probablement, eh bien, on peut voir que ce delta S de l'environnement, qui est négatif, aurait une valeur absolue qui est plus faible que delta S du système, de sorte que c'est le delta S du système qui est positif qui l'emporte sur le delta S de l'environnement négatif pour donner un delta S total qui est positif, indiquant que ce chauffage réalisé par injection intégrale de la chaleur d'une source chaude, donc à la température finale du gaz, qui est la température plus élevée, ce chauffage est spontané, mais irréversible, c'est non réversible, par ce signe est d'inégalité plus grand que strict là. Delta S total est strictement plus grand que 0 là. Donc c'est un processus spontané. On peut comprendre ça
de la façon suivante. Alors, dans ce diagramme que vous voyez en bas ici, j'ai mis une courbe. Ça ressemble à l'isotherme du gaz parfait, sauf que ce n'est pas... donc là, vous avez en abscisse de la température autour du volume, voyez-vous. Donc, ce n'est pas une fonction du volume, du type 1 sur V, comme dans le cas d'une courbe d'une isotherme du gaz parfait. Non, ici, c'est la fonction 1 sur D que l'on est en train de considérer. C'est plutôt CV sur D, plus précisément, qu'on est en train de porter là en fonction de la température en abscisse ici. CV sur D. L'ordonnée, c'est fonction de D. Et la fonction de D qu'on est en train de considérer, c'est la fonction CV sur D. Alors, delta S du système est représenté par l'air en bas de cette courbe, comprise entre ces deux températures, T1 et T2, et c'est positif. Ça c'est intégrale de T1, T2 de quoi? De CV sur T, donc c'est l'air en bas de cette courbe-là. Mais vous, CV, n'oubliez pas que CV ici n'est pas nécessairement une constante. Ça dépend de la température, là. Okay? Alors, donc, cet air en bas de cette courbe, ça représente ceci. C'est positif. Delta S de l'environnement, lui, est donné par ça. C'est égal à QV, qui est égal à ça, divisé par T2. Alors, si vous mettez CV, qui est égal à intégrale de CV dt, de T1 jusqu'à T2, vous divisez par la température, vous voyez que delta S de l'environnement est donné par l'air du rectangle là, en bleu. Et c'est négatif. C'est négatif. Et c'est plus faible que l'air en bas de la courbe. Si cette température qu'on voit apparaître au dénominateur ici, c'est la température finale. Donc ça correspond à cette hauteur-là, qui est CV sur T2. Voilà. Alors avec cette comparaison, on voit clairement pourquoi l'entropie de l'univers, la variation d'entropie de l'univers, donc la variation d'entropie totale est positive et le processus est spontané. Maintenant, considérons le même chauffage, mais avec la chaleur nécessaire injectée, non pas à la température finale T2, mais à la température T1. Donc c'est comme si, pour réaliser ce chauffage, on met le système en contact avec un bain qui n'est pas suffisamment chaude, qui est à la température initiale du gaz. Je m'excuse, du système. Voilà. Et vous pouvez prédire déjà intuitivement que ce processus ne va pas être spontané. Effectivement, par le même calcul, encore une fois, on a delta S de l'environnement égal à moins Q intégrale, cette chaleur divisée par la température T1. C'est une quantité négative. Et cette quantité négative ici va être plus grande en valeur absolue que delta S du système qui continue à être donné par ça, de sorte que delta S total est négatif, delta S de l'environnement est négatif. Pour ce chemin-là, dans lequel le chauffage se fait par mise en contact du système avec un bain, une source supposée chaude, mais qui n'est pas suffisamment chaude, puisque c'est à la température T1 là. Et ça indique que ce processus n'est non pas spontané, ça ne va pas se produire du tout.
Et le même type d'analyse que tout à l'heure peut être répété, cette fois-ci comme la température à laquelle la chaleur est injectée et qui apparaît au dénominateur ici, là, dans delta S de l'environnement, c'était 1 qui est cette température-là. Donc, qui définit cette hauteur-là pour le rectangle qu'on doit utiliser pour calculer delta S de l'environnement, ce rectangle-là. Et delta S de l'environnement est moins l'air de ce rectangle. Cet air est plus grand que l'air en bas de cette courbe qui représente delta S du système. Donc ça va l'emporter, cette quantité négative va l'emporter sur delta S du système pour donner un delta S total qui est négatif et le chauffage ne peut pas se produire spontanément. Cinquième exemple de calcul d'entropie, c'est l'exemple du mélange de deux gaz parfaits 1 et B, initialement séparés par une cloison amovible. Là, de ce côté, initialement, vous avez du gaz 1, de l'autre côté, vous avez du gaz B. Imaginez maintenant qu'on enlève cette cloison. Alors, les deux gaz les molécules de gaz vont diffuser et les deux gaz vont se mélanger pour donner un seul gaz qui est un gaz mélange A plus B. Alors, vous pouvez calculer delta S et tout ça, c'est à température et pression constante et ensuite vous pouvez aussi imaginer, je crois que c'est ça qu'on veut faire, on veut considérer que le tout là, le cylindre est enveloppé, mise dans une gaine isolante de sorte qu'il n'y a pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur. C'est adiabatique donc. D'accord? Alors, delta S du système est donc égal à la somme des variations d'entropie du gaz A et du gaz B, delta S1 plus delta SB, delta S1 est tout simplement la variation d'entropie pour que le changement d'état du gaz A, considéré comme gaz parfait, à température constante. Et vous vous rappelez que pour un gaz parfait, la variation d'entropie est composée toujours de deux termes. Un terme qui tient compte de la variation de la température, c'est intégral de Cp sur T. Cv sur T plutôt. Et l'autre terme tient compte de la variation du volume, qui est égal à Nr, fois le log du volume final divisé par le volume initial. N étant le nombre de moles de gaz. Alors on peut appliquer ça à chacun des gaz A et B ici. Pour le gaz A, sa variation d'entropie à température constante là, donc ne comporterait que le terme variation du volume. Donc ça fait N1R fois Ln de V1 plus Vb divisé par V1. Et pareillement, delta S pour B est égal à NBR ln de V1 plus Vb divisé par Vb. Maintenant, le rapport V1 divisé par VA plus VB, donc le rapport V1 avec le volume total, est égal aussi à la fraction molaire du gaz A, X1 ça. C'est ça? Hein? La température, pression constante. Hein? V1 est égal à N1 RT sur P. Hein? VB est égal à NB RT sur P.
Vous mettez ça dedans, pour V1 et VB, vous voyez que ce rapport-là est égal à N total de gaz, Na plus Nb, divisé par Na. En d'autres termes, c'est l'inverse de la fraction molaire du gaz 1. La fraction molaire du gaz 1, c'est Na divisé par le nombre total de monde de gaz. Na divisé par Na plus Nb. Donc ici, c'est l'inverse de ça. Mais le log de 1 sur quelque chose, ici, le log, c'est le log de l'inverse de xa. Le log de x, l'inverse de xa, c'est moins ln de xa. Voilà. Ce qui donne ce moins-là. Pareillement, ce terme-là, c'est moins ln de xb. Vous avez n1 là, ici, et nb là, mais Na, c'est aussi égal au nombre total de monde du gaz, N total, fois Xa. Nb, c'est le nombre total de monde de gaz B, fois Xb. Donc, delta S total, qui est la somme de ces deux delta S pour le gaz 1 et le gaz B, donné par ça, par des considérations de variation d'entropie du gaz 1 qui va voir son volume changer seulement à température constante et du gaz B qui voit aussi son volume passer de VB1 au volume final qui est la somme des deux volumes et ce à température constante. Nous avons donc amené à cette relation finale pour delta S du système et ça c'est positif, n'est-ce pas, parce que vous avez un signe moins là. X1 et XB sont des quantités inférieures à 1, dont leurs ln sont négatifs. Voilà, ce qui fait que delta S est positif ici. Et comme le système est isolé thermiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur, donc on enlève ça, et il n'y a pas de chaleur qui est occasionnée dans le processus, parce que la chaleur engagée par le gaz A et la chaleur engagée par le gaz B se compensent et donc du coup il n'y a pas de chaleur à considérer pour il n'y a pas de delta S dans l'environnement. Delta S de l'environnement est 0 plutôt, c'est ça que je dois dire par isolation thermique du système. Donc, Q est égal à 0, processus adiabatique, et delta S de l'environnement est égal à 0, delta S total est donc positif dans ce mélange-là, donc ce mélange va se produire spontanément. Voilà. Dernier exemple. Cette fois-ci, on imagine qu'on a deux blocs de cuivre de même masse. Donc, vous avez la même quantité en termes de nombre de moles de cuivre dans les deux blocs. Mais un bloc est à température T2 plus chaud que l'autre bloc à une température T1 plus faible que T2. Le tout est mis dans une gaine isolante, de sorte que il n'y a pas de chaleur nette échangée avec le milieu extérieur, donc on n'a pas besoin de calculer delta S de l'environnement. Q est égal à 0 dans le processus réel. De quel processus s'agit-il? Il s'agit du transfert de chaleur d'un bloc à un autre. Et le processus que vous imaginez se produire naturellement, n'est-ce pas, c'est l'égalisation de de la température, n'est-ce pas, équilibrage thermique pour amener le tout à la même température finale qu'on peut déterminer par les considérations de la première loi.
qui dit que comme la chaleur totale Q est ici la chaleur en volume constant, parce que les deux blocs de cuivre sont incompressibles et mis dans une gaine isolante comme ça, il n'y a pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur. Cette chaleur, c'est à volume constante, est bien entendu égale à delta E, chaleur à volume constante égale à variation de l'énergie interne, n'est-ce pas? Et la variation de l'énergie interne de chacun de ces deux corps-là est donnée par CV, capacité calorifique du cuivre ici, supposée constante dans la gamme de température concernée, de T1 jusqu'à T2, et qui comprend aussi TF là. Alors, j'étais en train de dire que donc la variation de l'énergie interne pour chacun des deux blocs, pour le premier bloc ici, qui partait de la température T1 pour arriver à la température TF, est égal à CV delta T. Et avec delta T égale TF moins T1 ici. Et de même pour le deuxième bloc qui passe de T2 à TF, et qui a la même capacité calorifique, CV, hein, on aura une variation d'énergie interne qui est égale à CV fois delta T pour ce bloc qui est TF moins T2. Et comme ces deux CV sont identiques, puisque les deux blocs ont même masse, et c'est constitué de la même matière, alors tout de suite on peut réarranger ça pour obtenir que la température finale est simplement égale à la température moyenne T1 plus T2 demi. Okay? Donc tout ça, c'est la première loi. C'est ça? Chaleur à volume constant égale à delta E. Et pour un processus à volume constante, on ne parle pas d'un gaz parfait là. La variation de l'énergie interne est égale à l'intégrale de CV dt sur la température. Et si CV est constante, on peut écrire comme ça. CV TF moins T1 plus CV TF moins T2. Et ça donne la température finale qui est ça. Strictement la première loi. Là. La seconde loi maintenant dit que delta S du système est égal à delta S du bloc chaud plus delta S du bloc froid, d'accord, d'un bloc et de l'autre. Delta S du bloc froid à la température, qui était à la température T1 est donné par intégrale de CV divisé par la température, intégré sur la température. Pourquoi CV? Sur la température fois dt. Eh bien, parce qu'ici on a un chauffage à volume constant, et donc dQ réversible pour ce bloc-là est égal à dQV, chaleur à volume constant. Et la chaleur à volume constant, c'est CVDT. Donc, je prends CVDT, qui est dQ débat Q réversible. Ça. Divisé par la température, et j'intègre de la température initiale, qui est T1 pour tout corps à gauche ici, jusqu'à la température finale qu'on a calculée là. Donc, en jaune ici, j'ai la contribution au delta S du système, là, du premier bloc. Et en bleu ici, de même, j'ai la contribution du deuxième bloc qui partait de la température T2 pour atteindre la température TF et qui voit donc son entropie varier comme ça. Par l'intégrale de CV dt sur T
de la température initiale qui est T2 à la température finale. Et comme CV est constant, on le considère constant, ça donne donc CV ln de la température finale sur la température initiale pour chacun des deux blocs-là. La somme de ces deux quantités se trouve être positive. Et on peut l'expliquer par ceci. Encore une fois là, je reprends l'image de tout à l'heure, déjà vu tout à l'heure, quand on discutait du chauffage d'un corps à volume constant, n'est-ce pas? Alors, cette courbe représente CV divisé par la température, CV étant constante, là, donc c'est 1 sur T fois la constante de CV. Hein? Vous avez les trois températures ici, T1, T2, la température moyenne qui est TF. Alors, l'intégrale en jaune en bas de la courbe ici, ça représente delta S du premier bloc. Et l'intégrale en violet ici, donc l'air en bas de cette courbe de TF jusqu'à T2, représente la variation d'entropie du deuxième bloc, ça. Ces deux variations d'entropie sont l'un positif, hein, la variation d'entropie du bloc 1, c'est positif, parce que TF est supérieur à T1, mais la variation d'entropie du deuxième bloc est négative, c'est le négatif de cette terre-là. L'air ici est défini comme l'air en bas de la courbe, de TF à T2, pas de T2 à TF. De T2 à TF, c'est le négatif de ça. Entendu? Alors ce qui fait que c'est cette variation d'entropie du bloc froid qui est positif et qui l'emporte sur la variation d'entropie du bloc chaud à T2 qui est négative et qui est plus faible en grandeur. Enfin, et la somme fait donc quelque chose de positif. Et comme il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'environnement, delta S de l'environnement est égal à 0. Q est égal à 0. N'est-ce pas? Donc, delta S de l'environnement, qui est intégrale de Q sur T, moins intégrale de Q sur T, est égal à 0. Parce que, en tout cas, Q est égal à 0, là. Hein, pour que ce qui est de l'environnement. Donc, on va donc ce chauffage, je m'excuse, cet transfert de chaleur, cette égalisation de la température des deux blocs est spontanée, comme c'est attendu. Par contre, si on considère maintenant un processus comme ceci, encore une fois, on part des deux blocs, l'un à la température T1, l'autre à la température T2, bloc de même masse, etc. On veut envelopper d'une gaine isolante, etc. Mais cette fois-ci, on imagine un processus dans lequel la température T1 se trouve abaissée d'une certaine quantité delta et la température T2 du bloc chaud se trouve augmentée de la même quantité delta là. De sorte que la conservation d'énergie continue à être satisfaite, la contrainte de conservation d'énergie, la première loi, continue à être bien satisfaite, comme montré ici, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, le calcul d'entropie donne ceci. Pour le premier bloc, la variation d'entropie est donnée par CV ln de température initiale, c'est T1, température finale, c'est T1 moins delta, ce n'est plus le TF au milieu de tout à l'heure, c'est T1 moins delta qui est ça là, qui est plus faible que T1. Et ça donne une quantité négative dont on
violet c'est toujours du négatif. Quantité négative dont la grandeur est donnée par cette terre-là, en bas de la courbe, comprise entre la température T1 et la température T1 moins delta, qui est au bout de cette flèche-là. Tandis que la contribution à la variation d'entropie totale du second bloc, qui voit sa température s'élever de delta 1, donc aller dans ce sens-là, est donnée par ça, CVLN de T2 sur 1 de T2 plus delta divisé par T2, ça c'est la température initiale, et en haut c'est la température finale, température initiale, température finale. Et cette quantité est, encore une fois, l'air en bas de cette courbe, comprise entre la température initiale T2 ici, et cette température finale au bout de cette flèche, et cette terre est positive. Hein? Mais de grandeur bien plus faible que l'air négatif ici. La somme fait donc quelque chose de négatif, et le processus n'est pas spontané. On ne peut pas avoir deux blocs de cuivre, l'un plus chaud, l'autre plus froid, qui évolue de telle sorte que le bloc chaud devient plus chaud, le bloc froid se refroidit davantage. Ça, ce n'est pas naturel. Et la deuxième loi le montre bien.